C'est un fervent défenseur des valeurs historiques de l'Europe que nous accueillons maintenant, un Européen sans complexe. Comme l'explique son dernier ouvrage, il préside la Fondation Schuman qui diffuse, vous le savez, des études sur l'Union européenne et ses politiques. Merci d'accueillir Jean-Dominique Giuliani qui sera interviewé par Marie-Cécile Damave, responsable innovation et affaires internationales chez Agridé. Je vous en prie. Alors, est-ce que le micro marche? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi de vous accueillir tous et donc Monsieur Giuliani chez Agridé dans notre bel amphithéâtre. Donc, effectivement, première partie de cet après-midi. Intitulé Construction européenne, nouvel espace, nouveau souffle. Alors on avait dit on ne va pas utiliser l'expression à la croisée des chemins, mais évidemment c'est celle qui vient en tête. Aujourd'hui, au niveau européen, c'est un jour qui n'est pas n'importe quel jour. C'est effectivement le premier jour des élections européennes qui appelle 427 millions d'électeurs européens aux urnes pour ces élections au Parlement pour élire 720 députés. C'est aussi évidemment le 6 juin, D-Day, le 80e anniversaire du débarquement américain en Normandie, avec de belles commémorations qui ont lieu en ce moment même. Il y a donc ce contexte de positionnement de l'Europe parmi les grandes puissances mondiales. Contexte électoral dans de très nombreux pays. 2024, c'est vraiment une année élective très importante. C'est bien sûr, comme le rappelait Natacha tout à l'heure, le contexte du retour de la guerre sur le continent, depuis plus de 2 ans maintenant, comme tout le monde le sait, qui a finalement accéléré un certain nombre de processus au niveau européen et donc au niveau de la construction européenne. C'est le sujet de cette heure. Alors, quelques mots pour présenter Monsieur Giuliani. Tout d'abord, la fondation Schuman, donc Robert Schuman, vous le savez tous, un des pères fondateurs de l'Europe, qui s'est fait connaître en particulier par cette déclaration qu'on appelle maintenant déclaration Schuman, du 9 mai 1950. Et en fait, seulement 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a proposé de mettre en place la première autorité européenne concernant la production, l'organisation en fait de la production du charbon et de l'acier, associant France et Allemagne, puis au-delà. Donc c'est vraiment un des pères fondateurs. Et donc la fondation Schuman, qui a été créée en 1991, après la chute du mur de Berlin, s'inscrit en fait dans la continuité de cet esprit. Cette fondation est reconnue d'utilité publique, vraiment axée sur cette construction européenne, est implantée à Paris et à Bruxelles, et a pour mission, je cite, de garder vivant l'esprit et l'inspiration de Robert Schuman, promouvoir les valeurs et les idéaux européens dans l'UE et hors de l'Union européenne. Voilà, c'est un centre de recherche indépendant qui publie énormément de choses, et je vous conseille cette lecture du rapport annuel 2024 de la Fondation, qui est en vente un petit peu plus haut dans la salle, juste avant d'entrer dans cette salle. Merci beaucoup pour mes papiers. Donc c'est le rapport Schuman sur l'Europe, l'état d'union 2024. Voilà, donc un certain nombre de réflexions. Alors j'aimerais commencer, Monsieur Giuliani, par aussi vous présentez-vous plus précisément. Donc vous êtes le fondateur, vous avez été le directeur et vous êtes aujourd'hui le président depuis 2000 de la Fondation Schuman. Et en fait, vous avez commencé votre carrière au ministère de l'Agriculture. Donc c'est ce qui nous intéresse ici, évidemment. Entre 1979 et 1981, vous étiez au service des relations internationales de ce ministère. Et après, vous avez occupé de nombreux postes dans votre carrière. Vous avez été notamment directeur de cabinet du président du Sénat, René Monory, de 92 à 98. Vous avez été également maître des requêtes au Conseil d'État, directeur du groupe Taylor Nelson Sofres, fondateur et président de JDG Com International Consultant, et puis conseiller spécial pour la Commission européenne de 2007 à 2010.
Également, depuis 2009, membre du conseil de surveillance d'Arte France. C'est pourquoi vous allez à Strasbourg régulièrement. Et puis, vous avez été président de l'ILERI, l'Institut libre des relations internationales et des sciences politiques. Et vous êtes l'auteur de nombreuses publications, en particulier Européens sans complexe, Natacha Fellous le rappelait, et puis différents ouvrages sur justement l'élargissement de l'Union européenne. Nous en parlions. Alors, je voudrais commencer cet entretien par voilà, le contexte. Quel est le décor aujourd'hui? Quel est le contexte géopolitique qui finalement fait bouger l'Europe? Comment vous analysez-vous les impacts géopolitiques sur l'Europe et la construction européenne? Merci beaucoup de cette longue page de publicité. Très, très positive, un peu trop même. Merci beaucoup et très louangeuse. Ce que nous essayons de faire à la Fondation Schuman, c'est prendre un peu de recul pour l'appliquer directement aux politiques de l'Union européenne en essayant d'anticiper, de proposer des évolutions qui nous paraissent nécessaires, en faisant intervenir beaucoup d'experts, peut-être certains sont dans la salle aujourd'hui. Et donc, ce que je voudrais dire en prenant un tout petit peu de recul, et c'est difficile à quelques jours d'un scrutin européen et d'une campagne européenne finalement très nationale en réalité, comme dans beaucoup d'autres États membres, c'est que quand même l'Europe a énormément bougé, l'Union européenne a énormément bougé ces dernières années, peut-être sans qu'on s'en aperçoive véritablement. Au point que je n'hésite pas à dire que nous entrons dans une troisième vie de l'Union européenne. La première vie, c'était celle des pères fondateurs. 5 et 7 ans après la guerre, il fallait ramener la paix, reconstruire l'Europe. Le traité de Rome 1957 est un immense accélérateur de croissance. Je rappelle que dans les années 70, la France avait plus de 6% de taux de croissance. Donc, cette création-là a bien fonctionné. La deuxième vie de l'Europe, en quelque sorte, c'est l'achèvement du marché intérieur, l'abolition des frontières, c'est la création de l'euro, c'est toute la période Jacques Delors, où on essaie d'améliorer ce qui existe et d'aller un peu plus loin. Et la troisième vie, elle est complètement différente en réalité. Elle s'est ouverte avec la crise sanitaire et surtout avec l'agression russe en Ukraine. Je dis surtout parce que pas uniquement. En réalité, ce qu'on voit réapparaître, c'est des grands groupes, grands continents, les États-continents, qui sont la signature de ce XXIe siècle, qui deviennent des rivaux, des compétiteurs, voire des ennemis de l'Union européenne. Et l'Union européenne qui s'était en fait consacrée, on peut lui reprocher d'ailleurs, beaucoup sur son achèvement intérieur, les critiques diront sur son nombril, mais sur les enjeux intérieurs, c'est-à-dire abolir les frontières sur le continent où il y a le plus de frontières, où il y a eu le plus de guerres dans l'histoire. Donc c'était pas évident, c'est largement fait, pas tout à fait achevé d'ailleurs, l'union des marchés de capitaux, l'union bancaire mérite encore certainement d'aller un peu plus loin, mais aujourd'hui ce qui interpelle l'Europe, c'est l'extérieur. C'est la compétition économique et c'est même la compétition géostratégique, voire la guerre. Compétition économique, on voit bien ce qui se passe en Chine comme aux États-Unis. On voit se déverser des milliards, des centaines de milliards de dollars sur l'économie, sur la société pour réussir les transitions. Les transitions qui sont la marque de ce XXIe siècle. Transition numérique, bien sûr, mais aussi transition environnementale et, j'allais dire, transition scientifique. On n'a jamais autant inventé que depuis 10 ans, et donc ça perturbe tout, les processus de production, la vie, l'éthique, etc. Et donc, ce défi, il est, avons-nous la bonne politique économique? Avons-nous la bonne politique monétaire? On voit bien en matière de politique agricole, avons-nous la bonne politique agricole avec les belles règles pour faire face à cette compétition renouvelée
Et vous évoquiez l'élargissement, bien sûr, ça fait partie de ce sujet, on y reviendra, j'imagine. Deuxième grand défi, il est vraiment sécuritaire. Et on voit que après le Covid, mais surtout avec l'irruption de la guerre sur le continent, nous avons un problème pour assurer notre souveraineté. Souveraineté, ça veut dire sécurité, ça veut dire souveraineté militaire, ça veut dire souveraineté de nos frontières, de notre droit, de l'intégrité de nos sociétés, mais c'est souveraineté au sens le plus large. Et on voit bien, on l'a vu dans les difficultés, que cette mondialisation, cette course à la compétitivité, à l'abaissement des coûts, ce développement mondial, global, beaucoup mieux partagé, fait que nous avons des dépendances, et des dépendances qui mettent en cause notre indépendance, notre quant à soi. Et donc ça, c'est un énorme sujet que l'Union européenne a commencé à traiter. On pourra en parler plus en détail. Elle a déjà commencé à changer de nature, mais évidemment, c'est très lent. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Mais tout le monde n'a pas la même vision. Tout le monde n'a pas la même exposition aux risques, aux dangers. Et donc, je crois qu'après cette élection européenne, après la mise en place de nouvelles institutions européennes, après beaucoup d'élections nationales, en France, en Allemagne et dans toute une série de pays européens, il n'y en a jamais eu autant à la fois, nous allons avoir une nouvelle phase qui va s'accélérer. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le fait que vous y réfléchissiez aujourd'hui est vraiment totalement opportun. Donc un changement de stratégie finalement en Europe pour faire face à ce nouveau contexte. Vous parliez, vous avez rédigé l'éditorial de la dernière newsletter d'Agridé que vous aviez intitulé « Choisir ses dépendances pour retrouver une vraie souveraineté ». Oui, parce que ce qui se passe, c'est que dans cette organisation du monde jusque dans les années 2008-2010, en réalité, les dépendances que nous pouvions avoir les uns avec les autres, avec la Chine, que ce soit en matière agricole, sanitaire, en matière de terres rares, d'approvisionnement énergétique, etc., n'avaient pas beaucoup d'importance. On les avait à peu près identifiées, mais on ne pensait pas qu'elles puissent être remises en cause. Et donc, ce qui se produit depuis la crise sanitaire, c'est une vraie réflexion suivie de politiques communes au niveau européen, parce que, en réalité, nos États, nos nations, qui cherchent à préserver leur souveraineté, leur indépendance, n'y arrivent plus toutes seules. Que ce soit l'Allemagne, la France ou d'autres, ce sont les gouvernements qui vont à Bruxelles et à Strasbourg pour trouver dans la dimension européenne la capacité, les forces de répondre à ces enjeux de souveraineté. Donc c'est pour ça que je parle de retrouver une souveraineté que nous avons de facto perdue. Et donc vous voyez, je m'inscris totalement en opposition au discours politique qu'on peut entendre ici ou là en Europe, en disant on perd notre souveraineté. Non, nous l'avons perdue. Nous l'avons perdue en désarmant nos armées depuis la guerre, en acceptant qu'un iPhone soit fabriqué dans 14 endroits différents dans le monde, et tout en payant les bénéfices aux États-Unis. Donc nous l'avons de facto perdu dans toute une série de secteurs. Peut-être l'agriculture y échappe-t-elle un peu. Et donc, il faut retrouver notre souveraineté par des politiques qui rompent un peu avec les politiques européennes jusqu'à maintenant. On a déjà on a déjà pris des exceptions à la politique de concurrence, à la politique d'aide d'État, etc., pour essayer de recréer une nouvelle architecture où nous choisissons nos dépendances, celles qu'on accepte, et nous en refusons d'autres. Et bien sûr, au milieu de ce choix, la question de la souveraineté alimentaire ou de la souveraineté agricole est absolument primordiale, s'agissant pour l'Union européenne d'une politique, la politique agricole, qui a été la première politique commune
de cette organisation. En préparant cet entretien, vous m'avez dit il faut faire confiance à l'innovation et aux gens de terrain. C'est quelque chose qui résonne ici dans un monde agricole. Oui, parce que nous avons un grand défaut en Europe, et quand je dis en Europe, c'est nos États, nos administrations, nos concitoyens, et bien sûr les institutions européennes, c'est qu'on adore réglementer. Nous sommes un continent de droit écrit, avec des juges qui interprètent le droit écrit, et donc nous adorons la norme. Et là, je sens, depuis maintenant 1 an ou 2, je l'ai écrit, vous le savez, je sens qu'on a exagéré en matière de normes et de contraintes. Nous mettons les normes avant la production. Exemple, l'IA, intelligence artificielle, l'IA Act européen. Bien sûr, l'intelligence artificielle pose toute une série de problèmes pour le respect de nos identités, de nos données, etc. Mais le vrai sujet, c'est pas celui-là. Le vrai sujet, c'est que quand Microsoft veut investir dans un laboratoire en Suède, il met 7 milliards de dollars sur la table. Et que donc, il va être le leader en Europe de l'intelligence artificielle. Donc la question que nous avons en matière agricole, en matière industrielle, en matière numérique, c'est il faut produire avant de réglementer. Et il faut, de surcroît, pour organiser ces mutations, avant de fixer des objectifs très ambitieux, il faut aussi créer des incitations pour que tous les acteurs y participent. Nous ne réussirons pas la transition numérique ou la transition écologique si tous les acteurs n'y participent pas, du citoyen, consommateur, jusqu'aux entreprises. Et donc ça, ce sont des choses que vous connaissez par cœur. J'ai l'impression d'enfiler des vérités que vous connaissez, mais en réalité, dans les politiques, c'est pas ça qui se passe. Nous avons en ce moment, entre nos administrations nationales et les administrations européennes, des engouements qui nous conduisent à super réglementer, à surréglementer. Et donc, bien sûr qu'il est logique d'avoir des règles, ça fait partie de la culture européenne, de la culture française, mais il faut, si on veut des règles, il faut d'abord inciter à aider à franchir cette étape de transition avant de tout vouloir réglementer. Et là, nous avons un vrai problème typiquement européen. Monsieur Giuliani, j'aimerais parler maintenant de l'élargissement de l'Union européenne. C'est vraiment un sujet qui nous préoccupe dans le monde agricole. Est-ce que l'Union européenne peut encore accueillir de nouveaux États membres ? Est-ce que c'est un élargissement subi ou choisi qui est en train d'être réfléchi aujourd'hui ? Et quelles sont les réformes nécessaires, à votre avis, à cet élargissement ? Évidemment, tout le monde a les yeux tournés vers l'Ukraine, dont le processus d'adhésion est enclenché, ainsi que celle de la Moldavie. Aujourd'hui, je vous cite, vous dites que l'élargissement, c'est le plébiscite en fait, de l'Union européenne, que l'Ukraine veut rejoindre l'Union européenne parce que son peuple le souhaite, en fait. Oui, quelques-unes de mes réflexions qui me plairont peut-être pas toujours. Hein. Mais comme observateur, oui, la demande d'adhésion, c'est un plébiscite de ce que nous avons fait en Europe, qui bien sûr est imparfait, qui bien sûr est inachevé, mais pour avoir beaucoup parcouru les pays de l'Est avant même la chute du mur, je peux vous dire qu'on rêve de vivre à l'européenne. Et en Géorgie aujourd'hui, on va même manifester pour vivre à l'européenne. Donc c'est un plébiscite. Deuxièmement, la politique d'élargissement, c'est peut-être le plus grand succès de l'Union européenne. Alors je vais vous choquer, mais nous avons aidé à ramener la liberté et la démocratie à 350 millions de citoyens. N'oublions jamais cela quand on parle de l'Ukraine, etc. Je vais venir sur les difficultés, elles existent. Mais donc, c'est d'abord un geste moralement formidable. Troisièmement, c'est aussi notre intérêt. Comment stabiliser nos environnements dans un
monde où les frontières sont perméables, qu'on le veuille ou non. Et donc, aucun plan Marshall, aucune autre politique, rien n'aurait pu réussir ce que nous avons réussi. Il suffit, ceux d'entre vous qui voyagent le savent, d'aller aujourd'hui en Roumanie, en Pologne, et de voir combien ces pays se sont transformés grâce à la politique d'élargissement. C'est notre intérêt, c'est notre sécurité, c'est notre intérêt économique, puisque ce sont des consommateurs et des producteurs. Et donc, n'oublions jamais cela. Enfin, avant de me pencher vers les difficultés qui existent, si on veut vraiment que l'Europe soit puissante, il n'y a pas mieux que l'adhésion de l'Ukraine pour avoir une puissance industrielle, une puissance agricole complètement boostée par des adhésions de cette nature. Évidemment, ça pose des tas de problèmes sur le plan agricole. Nous en parlions en déjeunant. Les modèles agricoles, le modèle agricole ukrainien n'a rien à voir avec notre modèle agricole, comme les modèles de la société roumaine ou bulgare n'avaient strictement rien à voir avec l'Union européenne avant leur adhésion. Donc, un énorme problème de compétition, problème de remise en cause, voire de submersion de nos règles agricoles, et il ne faut pas les sous-estimer. Mais par rapport à ce que j'ai dit avant, ce sont des problèmes techniques d'intendance sur lesquels il faut être intransigeant. Nous voulons protéger notre modèle, qui est un modèle d'agriculture qui vient de notre histoire, qui appartient à notre identité et qui en plus produit de la qualité. Voilà. Donc on voit bien aussi que notre modèle s'est transformé, mais on ne va pas aller jusqu'aux steppes ukrainiennes pour faire de l'agro-industrie l'exclusivité de la production agricole européenne. Donc là, il y a un énorme problème technique. Comment vous dire ? J'ai fait 4 livres sur l'élargissement, il y a eu 7 élargissements, et les leçons que j'en tire, c'est que nous avons tous les moyens pour avoir les périodes de transition, les exemptions, les subventions, toutes les règles pour que nous arrivions à respecter l'identité agricole telle qu'elle est aujourd'hui au sein de l'Union européenne, tout en acceptant de nouveaux adhérents. Voilà ce que je pense. C'est une vision optimiste. C'est possible. Comme dirait Madame Merkel, nous pouvons le faire. Wir schaffen das. Je suis vraiment convaincu, mais ça va nécessiter vigilance, ça va nécessiter de l'imagination et ça va nécessiter un peu d'anticipation aussi. Voilà, parce que nous avons aussi à apprendre des gens qui veulent entrer dans l'Union européenne. Merci. Alors, on reste en agriculture. Et donc, j'ai envie de dire, et l'agriculture dans tout ça. On a parlé souveraineté, donc souveraineté alimentaire en particulier. Quelle est votre vision en fait, du positionnement des enjeux agricoles dans ce contexte, parmi les priorités stratégiques de l'Union européenne aujourd'hui, en particulier au service de cette fameuse souveraineté à retrouver, et puis en essayant de réconcilier les objectifs à la fois économiques et de durabilité, en particulier environnementale? Je pense que dans cette période de mutation et d'exigence environnementale, devrais-je ajouter numérique? Oui. Je pense que l'agriculture, notamment l'agriculture française, est plutôt bien placée pour défendre son identité et ce qu'elle est. Je suis plutôt optimiste parce qu'on a besoin, bien sûr, d'assurer une souveraineté. Notre balance agricole est excédentaire. Il n'y en a pas beaucoup en France de balance excédentaire en dehors de l'aéronautique et l'agriculture, n'est-ce pas? Donc c'est un gage de qualité, de compétitivité et d'efficacité. Nous avons à mener certainement un grand combat dans les instances européennes pour convaincre que le modèle d'agriculture que nous défendons est celui qui correspond le mieux aux besoins de souveraineté, à l'identité européenne. Incontestablement, il va falloir être, à mon avis, un peu plus efficace
qu'on ne l'a été au cours des dernières années, profitant de ce reset de politique pour essayer de viser un modèle qui soit bien identifié comme étant celui de l'Europe, c'est-à-dire basé sur la qualité et sur toute la qualité de toute la chaîne, c'est-à-dire la chaîne alimentaire comme la chaîne agricole, notamment respectant les contraintes environnementales. Je crois que c'est déjà commencé, par exemple, dans l'agriculture française, que ce soit la numérisation, que ce soit les mutations environnementales. Alors, j'ajouterais que là aussi, tel que je le vois, nous avons vraisemblablement à convaincre qu'avant d'édicter des règles, il faut que nous garantissions la production. Donc, nous protégions davantage le producteur. C'est vrai que l'Union européenne, longtemps, s'est développée pour protéger le consommateur, et ça a plutôt fonctionné. La PAC a apporté l'autosuffisance alimentaire, qu'on le veuille ou non. Donc nous avons des atouts extraordinaires qui sont reconnus dans le monde entier, notamment la qualité et la qualité de nos filières. Si en plus nous y ajoutons l'exemplarité environnementale et la numérisation, nous avons là des réserves de compétitivité qui sont formidables, qui font que je reste très optimiste parce que nous ne sommes pas les seuls en Europe à partager cette agriculture du terrain qui est attachée d'abord à des producteurs. Du coup, de l'optimisme, de l'innovation face aux transitions en fait, qui sont nécessaires aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors l'innovation, elle a déjà commencé, je crois. Hein. Vous pourriez en témoigner mieux que moi. Les mutations environnementales aussi. Ce qu'il faut, c'est davantage miser sur les incitations, les aides aux acteurs qui font ces transitions plutôt que sur la réglementation. Il va falloir inverser la logique. Je pense que l'élection européenne qui vient, la montée des critiques, des colères, des revendications, va obliger nos gouvernements, les institutions européennes aussi à revoir un peu les choses en ce sens. La dernière session du Parlement européen qui s'est tenue le mois dernier est revenue sur les 4% de terres en jachère obligatoires et sur ces règles idiotes en matière de phytosanitaire. Elles ne sont pas idiotes, elles sont brutales. Voilà, elles sont brutales et surtout elles créent une baisse de la production au moment où il y a encore 800 millions de personnes dans le monde qui crèvent de faim. Donc on ne peut pas accepter ça et il ne faut pas être colbertiste en la matière, il ne faut pas être restrictif, il faut être incitatif. Et si on fait ça avec les acteurs, nous réussirons toutes ces transitions. Merci beaucoup, Monsieur Giuliani, pour cet échange. Vous avez du temps pour répondre aux questions de la salle. Donc, allez-y, une question ici. Gérard Lepuil pour l'humanité.fr. Vous avez évoqué la politique européenne, mais le revenu des agriculteurs, il n'en a pas été question. Or, les coûts de production ont augmenté sensiblement ces dernières années, notamment quand on est producteur de céréales et d'oléagineux, du fait du prix des carburants, des engrais, du matériel agricole. Or, dans l'Union européenne comme en France, les prix des céréales et des oléagineux, ils évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Et l'offre et la demande évoluent aussi en fonction des accords de libre-échange que l'Union européenne signe avec des pays tiers. Comment se fait-il que vous occultiez ces questions-là? Et j'aimerais savoir si vous avez une opinion sur le sujet. Est-ce que les prix agricoles doivent tenir compte de l'évolution des coûts de production selon vous, ou est-ce qu'on peut laisser le marché décider librement jusqu'à ruiner les paysans? Mélangeons pas tout entre les coûts de production et les traités de libre-échange.
Oui, le CETA a favorisé l'agriculture française. Le CETA a permis de tripler les exportations agricoles françaises au Canada. Oui, ça c'est vrai. Oui, le Mercosur pose des problèmes parce qu'il n'a pas pris les précautions du CETA. Moi, voilà mon avis, il est clair, carré. Pourquoi? Parce que je connais l'histoire de l'Europe. La richesse de l'Europe, elle vient de son ouverture. Ce plus petit continent du monde, 4 millions de kilomètres carrés, dans un monde où aujourd'hui la taille d'État-continent, c'est 9-10 millions de kilomètres carrés, 17 millions pour la Russie, la richesse de nos États, elle est toujours venue de l'ouverture, de l'importation, de la transformation, de l'exportation de nos savoir-faire. Et donc, si nous rompons avec ça, c'est l'appauvrissement garanti. D'ailleurs, il a déjà commencé. Et en 2008, le premier PIB du monde, c'était le PIB de l'Union européenne. En 2024, nous sommes les troisièmes, derrière la Chine et les États-Unis. Donc moi, je veux bien qu'on ne pose pas la question. Et la question des revenus, elle est là. Nous avons un problème de politique économique globale. Il faut à la fois être ouvert, choisir nos dépendances, ouvert et protecteur, et en même temps incitateur, inciter aux transitions. Et évidemment, nous ne sommes pas tous d'accord en Europe. Nos amis allemands sont beaucoup plus orthodoxes, beaucoup plus protestants, dirais-je, dès qu'il s'agit de budget, de rigueur, etc. Mais nous avons ce débat. Il est ouvert. Il est ouvert désormais. Je regrette par exemple qu'en France, on n'en parle pas assez. Ça, c'est un vrai débat de fond, de politique économique, de politique monétaire. Est-ce qu'on doit monter les taux pour l'inflation ou est-ce qu'on doit un peu laisser dériver la monnaie pour que tout le monde puisse s'enrichir, que les salaires puissent monter? Oui, nous avons ces débats. Oui, tout ça n'est pas parfait. Mais par pitié, ne fermons pas les frontières de l'Europe car c'est l'appauvrissement assuré. Une autre question. Hervé Pillot, membre d'Agridé, président d'une école d'agriculture en Vendée, adhérente d'Agridé. J'ai deux questions. La première, très triviale. Vous avez dit, ce quoi je suis d'accord, qu'on a une propension à créer de la réglementation à un rythme effréné qui s'accélère, je pense, et qu'il faudrait mieux produire. La question est de savoir on fait comment. La deuxième n'est pas liée, quoique. Vous n'avez pas évoqué la défense européenne. Et quand on sait notamment le rôle que joue la DARPA aux États-Unis, notamment pour le développement du numérique, qu'il a joué et qu'il joue encore, est-ce que la mise en place d'un vrai projet de défense européen pourrait pas être un vrai booster pour produire? Oui. On fait comment pour éviter l'abus de réglementation? Ça commence chez nous. Ça commence chez nous. Ça commence par accepter la responsabilité qui va avec la liberté que cherchent par exemple les agriculteurs. Et donc ne pas réclamer toujours des réglementations, parce que comme on est dans un système à 2 ou 3 niveaux avec l'Union européenne, c'est l'échelle de perroquet, on en rajoute partout, et on peut compter sur nos députés européens pour en rajouter une couche in fine. C'est un peu ce qui s'est produit avec le Green Deal d'ailleurs. Hein. Et donc moi je l'ai vu comme ça en évolution, mais ça commence chez nous. Ça commence dans nos ministères, ça commence dans l'organisation de nos professions, faisons davantage confiance aux acteurs qu'à l'État et aux lois. Je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité, mais peut-être je me trompe, d'innovation majeure pour le genre humain qui soit résulté d'une règle. Les grandes innovations ont résulté de la liberté de création, du risque pris par, on a beaucoup parlé tous les deux, des prises de risque, c'est ça qu'on ne sait pas faire, prendre le risque. Et s'il y a bien un monde qui sait prendre des risques, qui sait assumer, etc., c'est le monde agricole. Et moi, c'est pour ça qu'il fait partie de l'identité de la France aussi. Et donc il faut accepter d'avoir peut-être un peu moins de règles, un peu moins de contraintes, et de ne pas en réclamer tout le temps, et de les combattre quand elles s'accroissent au fur et à mesure qu'on monte la Commission, le Parlement, etc. Et là, nos parlementaires européens auront aussi un rôle à jouer très important. Je crois quand même qu'ils ont compris, parce que dans la campagne, on voit que les plus verts en pleine sont en difficulté, on voit que le Green Deal passe mal, parce qu'il paraît trop punitif, etc. Donc
voilà, ça commence chez nous. La deuxième chose votre deuxième question sur la défense, c'est pareil. Notre pays, la France, a toujours veillé à ce que l'Union européenne ne s'occupe pas de défense. Bon, et aujourd'hui, tout en plaidant pour une Europe puissance. Bon, et aujourd'hui, alors que nos idées ont un peu triomphé auprès de nos partenaires, c'est-à-dire qu'il faut s'armer pour ne pas avoir à faire la guerre, il faut être prêt à la faire pour ne pas avoir à la faire. Les choses ont quand même beaucoup changé. Depuis la commission Juncker, il y a un fonds européen de défense. Il vient d'être abondé à 3 reprises. Aujourd'hui, on aide l'Ukraine, y compris sur des crédits européens. Et tous les pays d'Europe réarment face à la menace russe. Qui, au passage, je le dis parce qu'en France, on l'oublie un peu, comme on est très attaché à la paix, on a raison. La menace russe est réelle. Elle est désormais chez nous. Il y a un gars avec son équipe, s'appelle Poutine, qui est un fasciste, au sens juridique du terme, au sens historique du terme, et qui nous a déclaré la guerre. Alors, comme il n'a pas les moyens de nous attaquer militairement, en ce moment, vous voyez ce qui se passe sous la Tour Eiffel, à Roissy, etc. Donc, par les intox, par l'aide aux partis extrémistes, il cherche à diviser l'Europe parce que sa dictature ne peut pas s'accommoder d'une Europe à 27 où les nations sont suffisamment intelligentes pour se mettre autour d'une table quand elles ont des difficultés et où les peuples ont acheté l'idée de travailler ensemble pour être plus forts. Il ne peut pas l'accepter parce que c'est la remise en cause de son pouvoir. Donc oui, il y a une nécessité, ça avance très très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croit, mais on n'aura pas une armée européenne, ou on aura... Non, on aura une concertation de plus en plus forte entre des nations qui restent souveraines, et ça, je tiens à le dire, si vous voulez, je vois les dérives et les instrumentalisations dans les débats électoraux. L'Union européenne, c'est une union d'États souverains. Aucune décision prise à Bruxelles ou à Strasbourg n'est prise contre l'avis des autorités de notre pays. Elles donnent à un moment ou à un autre leur accord. Et si on n'est pas content, il faut aussi s'en prendre à elles. Voilà. Et en matière de défense spécialement, donc nous aurons vraisemblablement, nous avons du retard, nous avons cru que la paix était éternelle, nous souhaitons qu'elle le soit, et pour ça, il faut être plus fort et vraisemblablement se réarmer et être en commun plus fort aussi. Merci. D'autres questions? Il y a peut-être aussi des questions en ligne? Je ne sais pas. Oui, Monsieur le Président, Martine Léguy-Ballois, ancienne députée et aujourd'hui avocat. J'ai très bien entendu votre réponse concernant le commerce et les échanges extérieurs tout à l'heure, mais les faits, les chiffres, comme ça a été excellemment démontré dans le travail d'Agridé sur la souveraineté, le cas poulet, démontrent qu'en réalité, la principale concurrence pour nos productions, c'est une concurrence interne à l'Europe. Nous n'avons pas les mêmes règles, des dérogations, nous n'avons pas qui sont données différemment selon les États. Nous avons aussi les problématiques des coûts sociaux, les problématiques des coûts de l'énergie. On parle aujourd'hui d'un égalime européen. Peut-être qu'on même qu'on le fasse mieux fonctionner en France, mais au point de vue européen, égalime, qu'en pensez-vous? Est-ce que selon vous, c'est une solution? Est-ce que le préalable n'est pas d'harmoniser certaines choses? Parce que les coûts de production, si on les calcule selon les coûts de production locaux, je ne vois même pas à quoi ça servirait. C'est mon opinion, donc j'aurais aimé avoir la vôtre. Je vous remercie. Oui, vous avez raison. Il y a pour ça, normalement, des mesures de transition qui ne sont pas pensées à Bruxelles, elles sont réclamées par les États membres. Et vraisemblablement, elles ont été insuffisantes dans l'organisation de certains marchés. L'objectif étant que tout le monde soit à peu près au même niveau assez rapidement. Alors, quand on regarde l'évolution des coûts de production, par exemple des coûts salariaux au sein de l'Union européenne, le rattrapage est très rapide. Mais incontestablement, vous avez raison, il y a une concurrence interne. Il y a un deuxième type de concurrence,
c'est sur la manière de produire. On a vu l'agriculture allemande, l'agriculture néerlandaise, hors sol et autres, produire beaucoup plus que certaines filières françaises. Bon, ça, incontestablement, c'est quelque chose qu'il faut corriger et que nous n'avons pas suffisamment pris en compte. Ceci dit, une concurrence, c'est jamais totalement mauvais. C'est surmontable par l'innovation, par les efforts. Nous avons aussi à en faire. Et il faut aussi savoir garder une concurrence, y compris à l'intérieur, parce que c'est la stimulation de l'innovation de la production. Natacha Guillemet, coordination rurale. Ce matin, j'étais à France Agrimaire. Je suis là, excusez-moi, désolée. Ce matin, j'étais à France Agrimaire et vous voyez, nous étions encore en train de voter une aide pour inciter à la transition écologique. J'ai bien écouté votre discours sur l'Ukraine. Cependant, j'ai un petit souci concernant le blé ukrainien qui ne répond pas aux mêmes normes. Il y a un article 44 qui parle de clause miroir. Et aujourd'hui, on a du blé ukrainien qui inonde l'Europe, qui ne répond pas à nos normes. Et nous faisons, nous, en tant qu'agriculteurs, beaucoup d'efforts pour répondre à cette transition écologique, répondre à cette course à l'écologie, voilà, pour protéger notre planète. On n'en est pas tous là. Comment voulez-vous que l'Ukraine, aujourd'hui, réponde à ces demandes écologiques ou à toutes les demandes en matière d'écologie, en matière de transition écologique? Franchement, là, j'ai un souci. Aujourd'hui, nous, agriculteurs français, avons du mal à répondre déjà à toutes ces normes. Nous avons du mal à vivre de notre métier. Alors, voilà, j'attends de vous une réponse pour que l'agriculture française continue de vivre dans cette Europe. Il n'y a pas que l'Ukraine qui pose problème. Donc, oui, voilà. D'accord. Oui, je vous donne acte de cela. L'Ukraine ne rentrera pas dans l'Union européenne si elle ne respecte pas les mêmes normes que vous. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est le processus d'élargissement traditionnel. C'est pour ça que certains, dont notre président, dit on en a pour 20 ans. En revanche, aujourd'hui, le blé rentre. Vous avez raison. Encore qu'on a pris des dispositions pour que ce soit moins le cas. Parce qu'il y a la guerre. Et que là, on a besoin de faire un geste à l'égard de l'Ukraine. On l'a fait à l'égard de la Moldavie. Personne s'en est aperçu parce que c'est un tout petit pays. Mais l'Ukraine, évidemment, est une grande productrice de toute une série de céréales, etc. Et donc, oui, il y a un problème. Celui-là, il est plutôt temporaire. On m'expliquait tout à l'heure que certains États membres en ont profité pour se fournir à des prix bradés par rapport aux nôtres. Oui, c'est vrai. Voilà. Et celui-là, il faut l'assumer. C'est aussi le prix de la solidarité, à condition que ce soit transitoire et que, de toute façon, ce soit remis sur la table le plus rapidement possible. Il n'y aura pas d'adhésion de l'Ukraine à la PAC s'il n'y a pas le respect des mêmes règles que nous. C'est la condition pour adhérer à l'Union. Je vous rappelle, accepter tout l'acquis communautaire. On estime que c'est plus de 100 000 pages de journal officiel. Donc ça nous ramène à la question des normes, mais les normes sont aussi nécessaires pour faire respecter la concurrence. Oui, alors juste une dernière petite remarque là, pour vous répondre. Ce qui me pose problème aussi, Oui, prenez un micro parce que personne ne va vous entendre, surtout à distance. Pour la visio, personne ne vous entend en fait si vous n'avez pas de micro. Allez-y, je vais traduire. Ce qui me pose souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a du blé qui rentre aussi en Espagne, des poulets en Grèce très rapidement, et que finalement...
le blé qui rentre en Espagne et en Grèce. Voilà. Et Ce qui me pose revient. problème, c'est qu'il n'y a pas que du blé qui rentre en France. Vous calculez que comme ça. Mais moi, je ne calcule pas comme ça. Je vois qu'il y a aussi du blé qui rentre en Espagne. Ce blé permet d'engraisser des poulets, qui rentre en concurrence déloyale sur du poulet qui est français. Et c'est ça qui me pose problème, en fait. C'est que cette multiplication fait qu'il y a plusieurs portes d'entrée et qu'on compte que le blé qui est rentré, le blé physique qui rentre sur notre territoire français, alors qu'il y a toute une démarche. Et c'est ça le souci. Ok, oui, j'ai bien compris, mais je vous dis, je vous en donne acte. C'est vrai, on a voulu faire un geste à l'égard de l'Ukraine. Il y a toute une série de conséquences négatives. Il faut qu'elles soient limitées, transitoires, et que certainement, elles ne soient pas pérennes. Ça, c'est sûr. Et nous en parlerons pendant la table ronde qui s'annonce dans quelques minutes. Ben écoutez, merci beaucoup à tous pour votre attention. Je crois qu'on n'a plus le temps de prendre d'autres questions. Ah, alors, une dernière. Bonjour, Louis Boudon, président de la SAF du Thymerais, en Eure-et-Loire. Dans le titre de la conférence, c'est souveraineté. Alors, moi, je suis effectivement content qu'il y ait eu l'Europe, qu'on puisse passer les frontières sans avoir de passeport, d'avoir l'euro qui facilite les échanges. Maintenant, je suis quand même surpris que la souveraineté de certains pays, y compris l'Ukraine, qui exporte du blé, mais aussi des poulets pour financer son effort de guerre, ou la Chine qui produit des voitures électriques à des tarifs que Stellantis ou Renault ne pourront probablement pas atteindre, fasse que leur souveraineté, en fait, permette notre mondialisme. J'ai pas compris. Quelle est votre J'ai pas question compris. Parlez bien. Pourquoi la souveraineté de certains États, comme l'Ukraine ou avec ses exportations de céréales ou de poulet, ou la Chine avec ses exportations de voitures électriques, permet notre mondialisme? Est-ce que ferait peut-être pas plus de souveraineté pour continuer à ce que tous les États existent, qu'elles soient agricoles ou autres d'ailleurs? Bon, je me suis peut-être mal exprimé. Je voulais dire que la souveraineté de manière traditionnelle, telle qu'on l'envisage sur le plan national, parce que c'est notre histoire, elle n'est pas suffisante. Nous l'avons perdue par des dépendances que nous avons acceptées longtemps. Et que le moyen de la reconquérir, c'est au niveau européen pour la reconquérir ensemble. Voilà. Alors c'est une souveraineté européenne. Je sais que ça peut choquer certaines oreilles, mais je vous disais, le XXIe siècle, c'est le siècle des grands ensembles, des grands États-continents. Et donc, avoir anticipé cette évolution, c'est plutôt une bonne nouvelle, à condition de vraiment jouer le jeu de l'unification, de l'unité européenne. Donc, on garde notre souveraineté, mais on essaie de les exercer en commun pour leur redonner une réalité. On ne retire rien, on essaie d'ajouter quelque chose, une plus-value européenne. C'est le sens de l'article que j'ai écrit dans ce livre. Il y a une plus-value européenne, il faut savoir la mettre en évidence dans tous les domaines et que ce ne soit pas une contrainte ou une moins-value pour la souveraineté, mais que ce soit plus de souveraineté. Merci. Donc, dernière question. Question rapide, réponse rapide. Bon, je vais essayer de la faire courte. Bon, de toute façon, Claude Foulon, Association Environnement et Santé du Vivant. Bon, aujourd'hui, on a une certitude, le pôle agricole, c'est incontournable et c'est une nécessité. Moi, je voudrais savoir, il y a beaucoup de discussions avec l'agriculture dite performante, l'agroforesterie, la permaculture, etc., l'agriculture bio. Il y a une demande sociétale, il y a une problématique des produits phytosanitaires. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on pourrait pas chiffrer tout ça? Ne pas opposer les agriculteurs, ça serait une grave erreur, ne pas opposer l'agriculture, mais au moins de chiffrer quels sont les dégâts environnementaux et de pouvoir chiffrer, dire voilà, peut-être que la permaculture, il faut regarder ça de plus près, l'agrobio, la performance avec les drones, l'intelligence artificielle. Moi, je voudrais bien avoir votre avis là, parce que là, s'il y a une demande sociétale, c'est des vrais débats de société. Je ne peux pas vous parler de l'étiquetage, hein, parce que c'est vaste débat, mais c'est ça qui intéresse les gens. C'est quelle agriculture pour aujourd'hui et pour demain? Oui, vous avez raison. Peut-être qu'on ne le fait pas assez, certainement. Mais alors moi, vous m'avez demandé, Marie-Cécile, d'évoquer aussi les questions géopolitiques. Il y a vraiment des urgences aujourd'hui.
Alors bien sûr, tout ce que vous dites est très important, très urgent, mais quand on voit arriver la guerre, croyez-moi, on réfléchit différemment. Et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de parler de souveraineté. Je crains que nous ayons très vite à devoir nous préoccuper de sujets qu'on avait oubliés. Alors là, on ne parlera pas de la permaculture, croyez-moi. D'ailleurs, le père Poutine, lui, il n'en parle pas vraiment. Hein, il a plus pollué que... Voilà. Donc, je le regrette. Hein, mais nous avons jusqu'ici un niveau de développement sociétal, grâce à la société civile, grâce aux innovations, exceptionnel, qui nous permet de poser les questions que vous posez. Je crains que ce ne soit plus trop d'actualité. Voilà. Et que malheureusement, nous avons devant nous une phase de hard power, où il va falloir montrer qu'on veut être souverain, qu'on veut défendre notre modèle, et qu'on est prêt à aller très loin pour cela. Voilà. Pardonnez-moi ma franchise, je pense franchement que la situation géopolitique exige une révision des politiques européennes, des politiques économiques, une révision des politiques de défense, et peut-être aussi le retour à des choses, hélas, un peu moins sophistiquées. Merci beaucoup. C'était... Alors, de 10 secondes. Fondamentale. Moi, je suis président de Facofar Santé, qui est fondateur de la Fédération française des industries de santé. Et je participe aux accords de libre-échange. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est un leurre. Parce que quand on s'adresse aux États-Unis ou au Canada, eh bien, on a affaire à un État souverain au niveau de la fédération. Mais comme les États dont ils dépendent restent indépendants, ils ne sont pas en droit d'appliquer les règles qui ont été convenues entre les États. Et on s'aperçoit avec ce qui se passe avec le Canada que pendant 7 ans, on s'est fait leurrer. Ma question est la suivante. Monsieur ? Vous avez une question ? Oui. Les États-Unis, dont le budget national est financé par 54% des ventes d'armement, nous a conduit au niveau de l'OTAN à arriver à financer la révolution de Médane et qui a conduit à l'hostilité vis-à-vis de la Russie. Non, non, c'est pas vrai. Alors, ne c'est pouvez pas vrai, dire ça vous le dites. Ce n'est pas vrai. Comme ça, mais vous êtes allé en Ukraine, moi j'y suis allé, j'y ai travaillé pendant 10 ans. Est-ce qu'on va continuer à dépendre des États-Unis, qui sont des va-t-en-guerre, voilà. et qui, alors que quand le mur de Berlin est tombé, nous, on l'a vécu, puisque moi j'avais la présidence d'une société qui vendait de l'armement. Monsieur, laissez répondre. Les ventes d'armement ont chuté. On arrive à la fin de l'heure, là. Alors, est-ce qu'on va arrêter de dépendre des États-Unis en ce qui concerne les hostilités qui sont créées volontairement? Ouais. Merci pour votre question, monsieur. Merci. Une vraie question de géopolitique. Voilà, écoutez, et si vous voulez, je vous emmène en Ukraine, vous expliquerez ça aux jeunes Ukrainiens, et vous leur expliquerez que c'est les Américains qui leur soufflent qu'il faut être libre d'un dictateur qui tue ses opposants. Voilà, c'est ça la vérité. Il n'y a pas d'accord de libre-échange avec les États-Unis, il y a un accord de libre-échange avec le Canada qui permet à l'agriculture française, à certaines filières, pas toutes, de tripler ses exportations depuis qu'il est en vigueur. Il y a certaines difficultés, notamment sur la viande bovine, etc., qu'on connaît, encore que, pour l'instant, on exporte plus de viande bovine qu'on en importe du Canada. Ça, c'est la vérité. Donc, il ne faut pas sortir le discours pro-russe que vous venez d'évoquer, qui est celui qui est vraiment importé directement du Kremlin. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir monsieur Giuliani. Merci. Passionnant, regardez, c'est tous ces débats européens, c'est passionnant. Merci beaucoup.